J'aimerais témoigner, ne pas oublier. Je ne peux pas laisser mon papa partir comme il est parti et puis oublier tout ça. Non, je ne peux pas. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. La vocation de Sweet Papy Podcast est de rendre ces moments agréables, mémorables, pour maintenir notre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Alors, avec nos invités, nous parlons de toutes les ressources positives qui existent, des solutions alternatives, des approches actuelles, et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. En cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous, rejoignez le cercle de parole Facebook de Sweet Papy Podcast. Lorsque j'ai demandé à Khadija de me dire le prénom de son père, elle m'a dit Mabrouk. Je lui ai demandé ce que voulait dire Mabrouk. Elle m'a répondu la bonne nouvelle. C'était particulièrement étonnant, quelques jours après la mort de Mabrouk, justement que sa fille, par amour pour lui, accepte de témoigner et de dire tout ce qu'elle avait pu faire avec sa famille pour l'emmener jusqu'au bout. Dans cet épisode, vous allez donc entendre tout le parcours qu'ils ont eu, car ils ont souhaité, toute la famille, le garder à domicile. J'espère que vous ressentirez toute l'émotion et tout l'amour d'une fille pour son père. Mais là, c'était un petit peu particulier et vraiment, je remercie du fond du cœur Khadija d'avoir réussi à me témoigner tout cet amour quelques semaines après le décès de Mabrouk. Donc, je vous laisse l'écouter et n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, votre ressenti pour pouvoir passer tout ce flux d'amour également à Khadija. Bonne écoute. Alors moi, je suis Khadija, j'ai 38 ans. Je suis une maman de 3 adorables garçons. Je vis seule avec eux depuis 5 ans maintenant. J'ai 2 ados de 14 ans et 12 ans et un petit dernier de 8 ans. Je travaille actuellement à temps plein. Je, je suis vendeuse au Luxembourg. J'habite à la frontière en fait et je travaille au Luxembourg. J'ai compris que tu avais un papa pour lequel tu avais une tendresse infinie. Et que si, avant qu'on aborde le reste du parcours avec ton papa, sur la maladie et la fin de vie, est-ce que tu peux nous dire comment tu le ressentais? Qu'est-ce qui était important pour lui et que tu avais besoin de partager avec lui? Alors mon papa, c'était plus qu'un papa. Mon papa, c'était une deuxième maman. Mon papa était très câlin. Faut savoir que mon papa était orphelin, donc du coup, il a manqué de beaucoup d'amour quand il était petit et il nous en a donné énormément dans ma jeunesse, en grandissant, même marié, même à mes enfants. C'était un homme plein d'amour, plein de bonnes paroles et toujours positif, quelqu'un qui était très positif et qui voyait le bon en tout le monde, partout et c'est ce qui m'aide aujourd'hui. C'est ce qui m'aide aujourd'hui et c'est ce qui m'a aidé à l'aider et à l'accompagner du mieux que j'ai pu. Alors, est-ce que tu peux me raconter comment tout a commencé en quelques mots au début du parcours de ton papa, qui est décédé il y a quelques semaines? Ouais, quelques semaines. Alors papa, il a commencé à radoter. Il radotait, il se répétait, il reposait plusieurs fois les mêmes questions, mais bon, on se disait que c'était la vieillesse. Et puis il a commencé aussi à avoir quelques chutes, une dans son jardin, une dans le salon. Et c'est ça qui nous a alarmés à faire attention et à en parler au médecin traitant. Et il a eu des examens qui ont suivi et on a découvert que papa commençait à avoir la maladie d'Alzheimer. Tu me disais qu'il était devenu râleur, ce qui était Oui. étonnant. Oui, voilà, c'était pas du tout son caractère, mais il était râleur. Il se mettait en colère, enfin en colère, c'était des petites colères, mais il s'énervait plus souvent. Tu sentais qu'il avait une différence de comportement subi ou c'est venu vite ou? Non, ça a été progressivement. Faut savoir que quand on se rend compte de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on est déjà à un stade 3. Donc, c'est que c'est venu tout doucement. Au début, bon, mon papa était âgé déjà, hein, parce que c'était il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, il avait 80 ans. Donc, on met ça sous le coup de la vieillesse et puis que c'est normal. Mais
ça nous avait pas alarmé. C'est vraiment les chutes qui nous ont alarmés. Alors, rappelle-moi le parcours qu'on fait dans ce cas-là. Tu l'emmènes chez le médecin? Alors, c'est ça. On le ramène chez le médecin et puis ils lui font une IRM et une panoplie d'examens. Bon, j'ai pas trop suivi cette période-là. Moi, je vivais pas à côté de lui à ce moment-là. Donc, c'est plus mon frère qui a géré les rendez-vous. Donc il a fait ce qu'on appelle le parcours, Alzheimer pour pouvoir vérifier à quel stade il en était, tu Oui, crois? c'est ça. Oui, c'est par rapport à l'IRM et par rapport à son comportement. Et donc vous l'avez gardé, il est resté dans sa maison tout le temps? Alors ça a été son souhait de rester chez lui. Alors, faut savoir que papa n'aimait pas les hôpitaux. Il a toujours eu un problème avec l'hôpital. Aller rendre visite à une personne malade, c'était très compliqué pour lui. Ça a été la promesse de ma maman, c'était qu'on allait le garder à la maison coûte que coûte. Et comment ça s'est passé? Bah, au début, c'était maman qui était l'aidante. Elle vivait toute seule avec lui. Ils ont la chance d'habiter dans un pavillon où on a pu mettre tout en place pour son confort, c'est-à-dire les sécurités aux fenêtres, transformer la salle de bain, aménager une chambre avec un lit médical. On a pu faire tout ça chez lui. Et du coup, c'était une maison à étage et tu m'as dit au fur et à mesure de la maladie, vous avez été obligés de descendre tout en rez-de-chaussée, hein? Alors oui, c'est ça. Alors au début, il dormait dans sa chambre et puis après, il a commencé à déambuler la nuit, c'est-à-dire il se baladait. Donc au début, il faisait juste un petit tour dans la maison et puis après, c'était 2 petits tours, 3 petits tours et puis à un moment, il ne dormait plus la nuit, il restait en bas au rez-de-chaussée. Donc du coup, on a aménagé le rez-de-chaussée. Donc on a la chance d'avoir un grand salon et on en a fait sa pièce. D'accord. Et du coup, ta mère est restée, elle, en haut, elle est pas venue, particulièrement avec lui, hein? Vous l'avez, un peu enfin, c'était le début de la séparation quelque part? Oui, ça a été le début de la séparation. Alors, il faut savoir que maman s'occupait de papa toute la journée et que c'est très difficile, même mentalement, même moralement, de s'occuper d'un malade d'Alzheimer. C'est une surveillance constante sur lui. Et maman est diabétique et elle aussi est âgée. Donc, du coup, on a mis en place une garde avec mes grands frères. On dormait chacun notre tour avec lui pour que elle, la nuit, elle puisse se reposer pour pouvoir reprendre la relève la journée. Et tu m'as expliqué que vous faisiez une nuit sur 3 à peu près? Oui, c'était ça. Alors, au début, c'était mes frères. Et puis, une nuit sur 2, c'était très compliqué pour eux. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des nuits avec eux et on est passé à une nuit sur 3. Donc, une nuit blanche toutes les 3 nuits. Une nuit blanche et comment tu faisais avec tes enfants du coup? Ben, on n'a pas le choix, on a une vie à côté, on a des enfants qui comptent sur nous. Donc, ben, je faisais ma nuit blanche. J'ai la chance, bon, je suis divorcée, mais je m'entends très, très bien avec mon ex-mari, il prenait la relève. Et ben, après une nuit blanche, j'allais travailler, puis je rentrais du travail, et puis je m'occupais de mes enfants, comme si de rien n'était. Sauf qu'à un moment, la fatigue s'est installée et que ça a été très compliqué à gérer. Elle s'est installée quand à ton avis, la fatigue? La fatigue, elle s'est installée, je dirais, au bout de 6 mois. J'ai tenu bon 6 mois. Et puis après, la fatigue, je n'arrivais plus à récupérer ces nuits blanches. Et quand tu me dis nuit blanche, c'était vraiment vous pouviez pas, dormir parce que lui ne dormait pas de la nuit ou parce qu'il fallait vraiment le surveiller? Non, il ne dormait pas. En fait, il pouvait s'endormir à 22 heures, se réveiller à minuit, et puis c'était parti. Et il déambulait, c'est-à-dire qu'il bougeait toute la nuit. Il fallait avoir un œil sur lui. Il pouvait tomber. On ne pouvait pas l'enfermer dans une pièce. Au début, on le laissait marcher parce que le but, c'était de ne pas l'angoisser, de ne pas l'énerver, de rentrer dans son jeu, voilà. Des fois, il pensait qu'il était au pays. Donc, oui, papa, si tu veux, on est au pays. Des fois, il pensait qu'il devait aller réveiller ses enfants en haut à l'étage. Il voulait monter pour réveiller ses enfants pour aller à l'école. Voilà. Donc, c'était très compliqué parce qu'il ne dormait pas et qu'en plus, il marchait, il passait ses nuits à faire des pas et des pas et des pas. Oui, donc même si tu voulais dormir, de toutes les manières, C'était pas possible. c'était pas possible. Pendant cette période-là, heu, il s'est nourri normalement? Vous avez pas eu de soucis autres que le sommeil? Alors, jusqu'à la dernière, jusqu'au stade final, papa, il a très bien mangé.
ce qui l'a aidé à tenir aussi longtemps, c'est que mon père mangeait très très bien, que ma mère a toujours fait en sorte qu'il y ait un repas équilibré. Il y a eu une période où il ne pouvait plus avaler les morceaux, donc il est passé en purée, tout était sous forme de purée, mais il mangeait très bien. Alors, j'ai bien compris que vous étiez une famille très soudée, c'est ce que tu m'as raconté, et que vous avez réussi à garder ensemble un peu votre complicité de famille, enfin le soutien de famille jusqu'au moment où ça devenait vraiment trop compliqué, trop difficile, avec trop de fatigue et trop d'énervement. C'est ça, tout le monde était fatigué, tout le monde avait aussi sa vie à côté, tout le monde était irrité, tout le monde était sur les nerfs, donc c'était un peu compliqué. C'était devenu du chacun pour soi, c'est ton tour, d'accord, tu te débrouilles. C'est mon tour, ok, je me débrouille. Avec un manque de dialogue, du coup, entre vous? Oui, c'était la fatigue en fait qui a pris le dessus sur tout. C'était même pas. Oui, c'est ça, un manque de dialogue, il y en a eu, mais c'était vraiment la compréhension de pourquoi nous, pourquoi ça, pourquoi comme ça. Voilà, c'était compliqué parce qu'en même temps, en même temps, il faut faire son deuil blanc. La personne n'est plus là parce que petit à petit, papa, il partait, donc on s'occupe de quelqu'un, mais il est presque plus là. On le voit, plus la maladie avance, plus on s'approche de la mort, hein, et plus c'est compliqué d'accepter, plus c'est compliqué. Et c'était difficile pour tout le monde. Parce que ça, en durée, à partir du moment où c'est devenu vraiment compliqué, ça a duré combien de temps? 6 mois? Alors, je vais dire l'avant-dernier stade. Papa, il était devenu ben, violent, carrément. Il en voulait à tout le monde. Il était parano. Et les nuits, c'était devenu l'horreur parce que là, c'était des nuits où il pouvait jeter des choses, où il fallait vraiment, vraiment faire attention et tout. Et moi, en tant que femme, c'était encore plus compliqué pour moi que pour mes frères. Et, euh, Parce que tu n'arrivais pas à et le là, maîtriser? Parce c'est que tu ça, j'arrivais n'arrivais pas à le plus. maîtriser, tu n'arrivais plus à le maîtriser, Physiquement, hein. je n'arrivais Mm, plus à le mm. retenir, je n'arrivais plus. Et puis quand il tombait, Tu pouvais au pas fil le du temps, relever. bah, j'ai mal au dos maintenant, je n'arrivais même plus à le soulever, quoi. C'était compliqué. Et puis là, ça commençait vraiment, vraiment à être dur. Et quand il est rentré dans le stade final de la maladie, ben, tout s'est arrêté. Il ne se levait plus du jour au lendemain. Et là, on s'est retrouvés tous ensemble face à notre douleur. Et là, on s'est ressoudés, on va dire, pour la dernière ligne droite. Est-ce que vous avez senti qu'il fallait le faire? On a senti que c'était la fin et qu'il fallait juste tenir bon. Tu as réussi à avoir des discussions à ce moment-là avec tes frères sur l'après? Comment vous gériez, vous seriez capable de gérer l'après? De toute la famille, je pense que je suis la seule qui voulait parler de l'après, du moment venu. Mais c'était trop tôt pour ma famille. Je pense, je sais que ma mère se voilait la face, qu'elle pensait qu'il resterait comme ça encore des années. Mais moi, c'était en juin et je sentais que c'était la fin, que papa, il allait bientôt partir. Et je le disais haut et fort parce que j'avais l'impression qu'autour de moi, ils n'en avaient pas assez conscience. À ton avis, quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné pendant cette période-là? Si on peut dire ce mot-là de conseil, mais la chose la plus peut-être positive ou qui vous a le plus aidé à ce moment-là? Moi, ce qui m'a le plus aidé, ça va être tout l'amour que j'ai reçu de mon père en étant jeune. Je ne pensais qu'à ça à chaque fois. À chaque fois que je lui lassais ses lacets, je pensais à quand lui me le faisait. À chaque fois que je nourrissais mon père, je pensais à quand mon père me ramenait mon goûter à l'école. À chaque fois que je bordais mon père, je pensais à toutes ces nuits où il faisait le tour de chaque chambre pour border ses enfants. Et c'est ça qui m'a fait tenir, c'est que je ne lui rendais que ce qu'il a fait pour moi. Mais le conseil que j'ai eu, c'était une aidante qui était dans le même cas que moi et qui me disait de tenir bon et que ça en valait la peine et qu'à la fin, j'en serais fière. Et c'est vrai, et je la remercie pour ce conseil que j'ai pas lâché. J'avais envie de lâcher parce que c'était très, très difficile mentalement, moralement, physiquement. Mais j'ai pas lâché. Aujourd'hui, ça m'aide. Ça m'aide pour mon deuil. Moi, j'ai eu une question avec toi quand on s'est eu par téléphone pour discuter de ça, parce que c'était mon cas. Je me suis dit: «Mais pourquoi dans les moments les plus difficiles à la fin, vous l'avez pas mis en EHPAD?» Alors, le médecin est venu et puis il avait dit à ma mère, voilà, c'est la fin, c'est fini, c'est bientôt fini. Est-ce que vous voulez qu'il rentre à l'hôpital ou pas? Et c'est vrai que ma mère a eu peur et à ce moment-là, elle voulait, à la fin, elle voulait le rentrer à l'hôpital.
Et c'est là on a tous insisté et qu'on a dit non, c'est bon, on est là, on va être encore plus souvent là. J'ai une sœur qui vit à l'étranger, qui est venue, qui a laissé son travail et tout, et qui est venue rester ces 3 derniers mois avec lui. J'ai ma sœur de Paris qui venait tous les week-ends et qui est arrivée pendant les vacances scolaires. Et on a fait bloc et on est tous restés là, unis, pour ces derniers instants. Ça a été très, très difficile. Ça a été très, très long parce que au jour le jour, on attendait, on ne savait pas comment ça allait se passer parce qu'avec Alzheimer, j'ai lu des choses qui font très peur. J'ai lu qu'il mourait étouffé d'une pneumonie et tout. Et au final, non, ça va. Il est parti en douceur. Il a eu une belle mort. Et tu m'as dit il t'avait parlé à un moment, vers la fin? Oui, c'était 2 semaines avant qu'il parte. Alors, mon père n'a pas dit mon prénom depuis 2 ans. Donc, il m'appelait par le prénom de sa sœur. Donc, mon père ne me disait plus mon prénom. On n'avait plus trop de gestes tendres pour moi. Et c'est vrai que je l'avais sorti dans le jardin en fauteuil roulant. Il faisait très, très beau cet été. On a eu de la chance. On a eu un très bel été. On était sur sa terrasse. Et à un moment, avec le peu de force qu'il avait, il a levé sa main jusqu'à mon nez et puis il m'a passé le nez. C'était un jeu qu'on avait entre nous et que j'avais oublié, qui me faisait ça quand j'étais petite. Et puis il m'a passé le bout du nez comme il me le faisait avant. Et je me suis dit, ah, il est quand même là, en fait. Ça a été ce dernier petit moment qu'on a partagé ensemble. Qu'est-ce que les gens ne réalisent pas à propos de cette maladie? Si tu dois donner des conseils à, je dirais pas forcément à des aidants, parce que chacun agit et pense d'une manière différente selon les stades de la maladie, mais tu sais que mon podcast, c'est plus tourné vers presque les primo-aidants, c'est-à-dire les gens qui vont arriver au tout début. Quels conseils tu pourrais leur donner? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Un conseil, c'est chacun fait du mieux qu'il peut. Chacun fait du mieux qu'il peut avec la vie qu'il a et ne pas culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser. Moi, j'ai la chance d'avoir pu accompagner mon père jusqu'à la fin. Si j'avais été enfant unique, ça aurait été impossible de le faire parce que j'ai eu la chance d'avoir mes frères. J'ai eu la chance que mon père avait une maison et qu'on pouvait le faire chez lui. Mais quand j'aime bien raconter mon histoire, mais je sais que des fois on me dit ah mais tu sais moi j'ai placé mon papa et tout, et je ne veux pas que les gens y culpabilisent parce que je pense que le plus important c'est de faire du mieux qu'on peut. On fait tous du mieux qu'on peut, et il est très très difficile d'accompagner un parent malade. C'est très très difficile à faire, et je pense que il ne faut juste pas les oublier. Penser à aller les voir à l'EHPAD, c'est le plus important. Vraiment, leur donner de l'amour, c'est le plus important. S'il n'avait pas eu la maladie d'Alzheimer, tu aurais eu la même attitude? S'il avait juste, eu un petit peu de sénilité ou voilà, vieillir, est-ce que tu penses que tu aurais eu la même approche de tout ça? Oui, à 100%. Parce qu'il était lui, c'était mon papa. C'était un super papa et je le raccompagnais au bout, et même si ça avait été pire, j'aurais été là à 100% quand même. Comment tu te vois dans quelques mois? Qu'est-ce que tu ressens et est-ce que ça t'a donné des envies particulières? Est-ce que ça t'a fait changer tes valeurs humaines? Est-ce que ça t'a fait réfléchir sur toi, sur ton comportement avec les autres? Alors là, il est tôt encore, ça fait quelques semaines que papa est parti, mais c'est vrai que je commence à réfléchir pour l'après. Alzheimer, c'est une maladie, elle est horrible. Les gens, ils n'ont pas conscience à quel point cette maladie, elle est dure à vivre pour les aidants. Et j'aimerais accompagner un maximum d'aidants. J'aimerais témoigner, j'aimerais conseiller, soulager même des malades, aider des aidants. Je me renseigne tout doucement. Est-ce que je peux faire du bénévolat? J'ai essayé de joindre l'association Alzheimer France. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai essayé de les contacter 3 fois, mais je vais faire autrement. Je suis sur un groupe Facebook, Parole Alzheimer, qui m'aide beaucoup et qui aide beaucoup les aidants, qui est pas mal. Et j'essaye petit à petit de, de témoigner. Je, je- j'aimerais témoigner. J'aimerais ne pas oublier. Je peux pas laisser mon papa partir comme il est parti et puis oublier tout ça. Non, je peux pas. Ça fait partie de ma vie maintenant. Est-ce que tu aimerais, venir témoigner si je fais justement un atelier, sur Alzheimer avec d'autres aidants? Est-ce que tu te sens, de venir témoigner avec moi, d'en Oui, discuter? oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien y participer. Oui. Est-ce que comme moi, tu as l'impression,
vais pas te guider vers la même pensée, mais est-ce que comme moi, tu as l'impression qu'on est laissé un peu à l'abandon au moment de l'annonce de la perte d'autonomie, au moment de l'annonce de la maladie, qu'on a du mal à trouver nos repères en fait? Je suis d'accord. C'est vrai que on n'est pas vraiment aidé. Après, nous, on a eu la chance, c'est que maman est diabétique, donc du coup, elle a une infirmière qui passe la voir 2 fois par jour et c'est elle qui m'a formée, en fait. C'est elle qui m'a appris comment porter papa, qui m'a appris les soins, à changer une couche, à longer. C'est des choses que je ne savais pas faire. Le soulever comme il faut, ça aussi, c'était très compliqué pour moi au début de le soulever, de le mettre sur un fauteuil roulant. C'est des petits gestes tout simples, mais on ne sait pas. Après, il y a On un... n'est pas formé au secours non plus, hein, au cas où, Mmh. hein. Mmh. Et ça, oui, c'est vrai. C'est vrai, on n'est pas du tout formé. Et puis, il faudrait peut-être plus de formation, plus de. Mais c'est tellement tabou. Des fois, j'ai l'impression que euh, c'est un côté qui est caché en fait de tout ce qui est. Ça fait partie de la fin de vie en fait de s'occuper d'un. C'est comme changer les couches d'un bébé. Bah, c'est pareil, c'est la fin de vie, c'est comme ça, c'est pareil. Mais on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. On dit pas assez les choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions. Mais tu changes les couches à ton père? Mais oui, oui. Il faut changer les couches de son père à un certain moment. Oui. J'ai pas le choix. Il y a un jour où on m'a dit dans mon podcast: «Ah, mais pourquoi tu parles pas dans ton podcast, justement, des choses vraiment pratico-pratiques, tu rentres pas assez dans le détail et cetera». Mais je dis: «OK, je vais préparer un épisode et puis je vais t'expliquer comment l'impression que ça fait quand tu vois tes 3 parents en couches et qu'il faut leur changer les couches». Et puis tu me Ouais, diras combien de personnes vont réellement écouter c'est ça. un C'est épisode où ça. tu expliques comment tu changes les couches de tes parents. C'est tellement tabou, c'est tellement je C'est ne veux ça. pas rentrer là-dedans parce que je sais que c'est difficile. Oui, c'est difficile, donc il faut essayer de l'aborder d'une manière, différente. C'est pour ça que moi j'essaye de rester positive. C'est vrai que j'ai pas vécu encore la fin de vie, mais j'essaye de rester positive. Mmh. C'est difficile, mais après, quand on n'a pas le choix, on se pose même plus ces questions-là. C'est ça, en fait. Moi, j'ai pas eu le choix, donc je sais qu'au début, comme j'étais la fille, c'était mes frères qui changeaient papa et ma mère, et puis moi, j'étais un petit peu préservée de tout ça. Mais un jour, en fait, un jour, il a dit non, personne me change, c'est elle. Il était en colère et il a dit c'est elle qui fait ma douche. Ah ben, je suis rentrée dans la douche et j'ai lavé papa et c'est comme ça que je suis rentrée aussi dans ça. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Bon, c'est une expérience en tout cas, je te souhaite, plein de bonnes choses, mais en attendant, bah, tu vas avoir la possibilité de répondre à 2 petites questions rigolotes plus personnelles, D'accord. que je ne t'ai pas envoyées, que tu n'as pas eues par avance. Alors, tu ne me connais pas, c'est la première fois que tu me vois. Pour te faire plaisir, si je devais te faire un dessert, ça serait lequel? Alors, un crumble aux pommes. Deuxième question, as-tu gardé un objet fétiche de ton enfance? Oui, c'est un collier. C'est un collier islamique avec des perles que mon père avait toujours dans les mains et que j'ai réussi à lui piquer en me Ah! mariant. Et que tu gardes précieusement Et près de maintenant toi? que je le garde, oui. Mmh. Bah, écoute, merci 1000 fois pour cet échange, hein, si riche. Merci à toi. C'est vraiment, extraordinaire que tu aies voulu aussi rapidement me transmettre, toutes tes valeurs. Je sais que tu vas rester positive et que tu vas en sortir, encore plus forte. Ça se voit que tu as envie de transmettre aux autres et puis, je suis vraiment ravie d'avoir fait ta connaissance. Je te remercie beaucoup et merci de m'avoir laissé témoigner. Merci d'avoir écouté cet épisode où la parole est portée par le cœur. Au-delà du podcast, pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées, nous vous proposons des solutions concrètes et d'échanger au sein d'ateliers optimistes et inspirants spécialement conçus pour vous. C'est l'occasion de poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Toutes les informations sont dans le lien de l'épisode. Prenez soin de vos proches et de vous et on se retrouve très bientôt. Pensez à partager Sweet Papy Podcast à ceux qui en auraient besoin.